Aujourd'hui, je vous présente un talk sur le platform engineering. Et voilà, je l'ai intitulé « La grande réponse à la vie, l'univers et tout le reste » parce qu'on va parler de plein de choses. Déjà, on va voir en quoi le platform engineering peut nous sauver, rien que ça. Moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir, est-ce que c'est adapté à tout le monde, toutes les tailles d'entreprise? Est-ce qu'on peut l'implémenter partout? Et ensuite, je vous montrerai un cas plus concret avec un Rex sur l'implémentation d'une plateforme chez mon client. Donc moi, c'est Robin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais du DevOps et du Platform Engineering chez Eleven Labs. Ça fait depuis très longtemps que je suis chez Eleven. Et du coup, j'ai pu faire plein de missions différentes chez des entreprises de toutes les tailles. Au début, j'étais même développeur, donc j'ai vraiment vu beaucoup de choses, ce qui va nous aider pour détailler toute la suite. Avant de commencer un peu d'histoire, on va un petit peu récapituler pourquoi le Platform Engineering et qu'est-ce qu'il peut nous amener. Alors, il y a très longtemps, on avait une organisation de type siloté avec les devs d'un côté, les ops de l'autre. Et les ops s'occupent de l'infrastructure et ils déploient les applications des développeurs. Problème, une fois que les développeurs ont fini leur application, leur code, ils balancent ça aux ops. Ils disent « démerdez-vous, ça marche chez moi ». Et les ops doivent se débrouiller avec ça. Les ops, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Hein. Les développeurs, ça les embête. Ils ont déjà tout un tas de choses à gérer. Et du coup, ça met du temps. Ça ne marche pas très bien. Les équipes ne sont pas très performantes. Et les développeurs, voilà ce qui leur arrive. Mais en revanche, on peut dire que l'infrastructure, quelque part, est maîtrisée. Les ops, ils savent ce qu'ils font. Des fois, c'est un peu obscur, mais en tout cas, eux, ils se débrouillent avec. Alors, le DevOps arrive à la rescousse pour nous sauver de cette situation, parce que les équipes ne sont pas performantes, elles mettent du temps à délivrer, et on change un petit peu l'organisation. On va avoir des équipes DevOps autonomes qui vont pouvoir elles-mêmes s'occuper de leur déploiement, de leur infrastructure, etc. Il y a toujours l'équipe d'Ops qui s'occupe du corps de la production, et les interactions se font toujours, mais de manière un petit peu plus rare. Mais il y a un couac. Un DevOps is the new full stack. On attend de plus en plus de compétences chez un DevOps. Du coup, vous avez à gauche un recruteur qui veut un Java, React, Python, qui sait faire du Git sur Kubernetes avec AWS. Bon, c'est très souvent le cas, oui. Donc c'est pas un problème en soi, mais bon, ça va être difficile de tout maîtriser à donf. Et surtout que le rôle du DevOps est un petit peu flou. Finalement, on associe plein de buzzwords de toutes les sortes, dont le Platform Engineer, le SRE et le FinOps, par exemple. Ça ne va pas en s'arrangeant. Aujourd'hui, j'espère que ça vous parle, mais en tout cas, c'est le paysage des projets open source reliés au DevOps. Donc voilà, on a de plus en plus de projets, on est tout censé maîtriser, ça ne va plus. Du coup, l'utopie DevOps, finalement, on a des équipes DevOps qui sont plus autonomes, mais en dessous, l'infrastructure, ça devient difficile à maîtriser. Elles ne peuvent pas être bons partout, elles ne peuvent pas tout maîtriser à fond. Ça aide bien les équipes, on a plus de productivité, mais d'un autre côté, donc, du coup, toutes ces technologies, ça devient impossible à maîtriser. Et au niveau de sécurité, si c'est un enjeu important pour l'entreprise, c'est pas idéal. On est obligé de répartir un petit peu les privilèges à toutes les équipes. C'est pas idéal non plus. Et puis, moi j'ai vu souvent, le DevOps c'est mal implémenté parce qu'on n'y comprend rien et souvent on se retrouve dans le premier schéma de l'équipe Ops et l'équipe de Dev, sauf qu'on a renommé Ops en DevOps. Du coup, le Platform Engineering, c'est l'ultime solution. Les objectifs du Platform Engineering, c'est de rendre les équipes plus autonomes. On va d'après le principe de you build it, you ship it, you run it. Elles doivent être autonomes à toutes les étapes. On doit limiter la charge mentale liée à la multiplication des technos en cachant toute cette complexité. Et on limite les dépendances inter-équipes en les rendant, en faisant possible le fait de se servir dans l'outillage. Et puis il y a une normalisation du code de l'infrastructure qui est cachée derrière cette abstraction. Et ça facilite aussi le fait de garantir les règles de sécurité, parce que c'est plus à chaque équipe DevOps d'implémenter tout ça, ça peut être fait en haut. Pour ça, on met à disposition une plateforme, une Internal Developer Platform. Je ne sais pas exactement ce que c'est la traduction en français d'ailleurs, mais l'idée c'est que vous avez un pass interne qui est fait sur mesure pour vos équipes de dev.
elles vont sur un point d'entrée unique, quel qu'il soit, et elles ont là-dessus tout ce qu'il leur faut, la documentation, des outils en self-service, elles peuvent voir leur prod, elles peuvent voir tous leurs environnements au même endroit. Ça nous fait une bonne séparation entre ce qui tourne sur l'infrastructure et ce qui est important pour les équipes. Voilà à quoi ça ressemble en gros, si on fait un schéma. Alors, on a plusieurs couches. On a l'infrastructure en haut, donc là c'est le corps de l'infrastructure qui est maîtrisé par les équipes d'infra. Là on parle du réseau, on parle du stockage, enfin tous les trucs très bas niveau. Tout devant on a les équipes produits, ça peut être des feature teams, ça peut être l'équipe de data engineering. C'est pas forcément les développeurs qui font les features pour les users finaux. Et ça peut être n'importe quel autre team. Et elles vont se servir dans une API, elles vont utiliser une API qui a été clairement délimitée. Elle ne voit que ça. Et derrière, on a tout un tas de fonctionnalités d'un point de vue ingénieur. On peut avoir des services de type, je sais pas, je veux créer un bucket de stockage, je veux créer un environnement. On a tout sur la plateforme, y compris la doc. J'explique la notion de self-service, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde, mais c'est l'idée que les développeurs n'ont pas besoin des ops et de faire un ticket. Ils peuvent directement aller chercher ce qu'ils veulent. Pour ça, on met en frontal un service catalogue. Là, j'ai mis Backstage, en clin d'œil à Clément qui va vous présenter tout à l'heure les plugins. Donc on voit ici, on a tous nos services, tout ce qui nous concerne. C'est pratique. Pour résumer, c'est génial. Les équipes sont autonomes. Elles n'ont plus besoin de tout connaître. Elles vont uniquement avoir ce qui les concerne à elles. Et sur la plateforme, elles ont juste besoin de renseigner 2-3 paramètres. Et puis derrière, tout se crée les yeux fermés. Pas besoin d'en savoir plus. Côté équipe infra, ça simplifie aussi. Les ressources peuvent être mises en commun. C'est-à-dire qu'on peut avoir un FinOps qui va gérer un panel beaucoup plus large de ressources, par exemple. Et on peut refactorer l'infrastructure comme on veut, tant qu'on garantit le contrat d'interface qu'on a défini avec les équipes. Donc ça, c'est super pratique. Mais tout ça a un prix. La question que je me suis posée, déjà, concevoir la plateforme, la développer, ça a un coût. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des gens. Ça veut dire que ça coûte très cher. C'est important de se rappeler que c'est conçu comme un produit et que donc il faut faire quand même quelque chose de sérieux, j'ai envie de dire. La question que je me suis posée, moi, c'est est-ce que c'est justifié pour toutes les tailles de structure? Est-ce que je vais devoir embaucher 4 ou 5 ressources, par exemple, juste pour ça, alors que ma boîte ne fait qu'une dizaine de personnes, par exemple? Et si je ne peux pas me l'offrir, qu'est-ce que je peux faire pour adapter mes pratiques pour que ça ressemble au maximum, que ça réponde au platform engineering sans me ruiner, en gros? Eh bien oui, je vous le dis, on peut adapter à toutes les structures et je vais vous montrer comment. On va faire plusieurs exemples, j'en ai pris 3, en partant de la plus petite structure possible. Parce que oui, évidemment, pour les boîtes encore plus petites, c'est évident que ça n'a pas de sens. Si on n'a que 3 développeurs, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Mais pour une PME d'une 50aine de tech, on va dire, au maximum, on a des contraintes. On ne peut pas allouer non plus plusieurs personnes à plein temps sur le platform engineering. Enfin, on ne peut pas faire une équipe dédiée. Pour moi, l'essentiel, c'est déjà qu'on ait tout au même endroit. Donc, d'avoir une interface ou un endroit où on peut tout mettre. Et les développeurs n'ont plus qu'à y aller. Et si ça existe, c'est dessus. Donc il n'y a pas à se poser de questions. Il faut évidemment que ce soit facile à lire et à jour. Combien j'ai vu de documentation où c'est plus à jour, donc ça ne sert plus à rien d'y aller parce que de toute façon, on perd son temps. Et puis vous allez voir que plus vous allez être performant à ce niveau-là, et plus ça va devenir le réflexe de tout le monde. Et donc c'est vachement important que les gens y aillent d'eux-mêmes avant de poser des questions à d'autres personnes. Du coup, j'ai imaginé la plateforme Starter Pack, donc avec les moyens du bord. J'imagine un support tel que une base de documentation comme Confluence, un Notion, un Wiki, un système KDocs si vous voulez,
où déjà vous mettez dessus votre documentation, tout ce qui peut intéresser les développeurs qui ne maîtrisent pas, par exemple des procédures pour créer un nouveau projet, ce genre de choses. Nous on a ça d'ailleurs chez Eleven Labs en interne. C'est déjà un bon début. Vous avez tout qui est centralisé à cet endroit. Vous avez les URL vers les services, les environnements, c'est mieux que rien. Et puis aussi, on propose des templates pour faire en sorte que si jamais les développeurs veulent créer un service AWS par exemple, eh ben, ils ont des modules tout faits qui leur permettent de piocher dedans et dire tiens, je veux un bucket S3, je vais instancier le module S3 et je n'ai pas à réfléchir de comment nommer les choses, etc. Le module va tout faire pour moi. Pareil pour la CI/CD, vous avez des templates de CI/CD, les développeurs piochent dedans et ils changent des paramètres et ça marche pour eux. Et puis si vous avez des choses plus complexes, vous pouvez proposer comme interface des pipelines ou des workflows. Les développeurs peuvent les lancer eux-mêmes et ça agit un petit peu comme ils créent leur service, ils ne savent pas comment le job va faire, mais ça va fonctionner. Ensuite, je passe à un peu plus gros, une entreprise de moyenne à grosse, on va imaginer, une cinquantaine de tech, jusqu'à 500, ça peut être assez gros. Donc là, on commence à avoir une organisation un peu plus complexe, avec plusieurs équipes d'infra. On peut avoir l'infra core, une équipe de data qui va s'occuper des databases, par exemple, une équipe qui se centralise sur le cloud. On peut avoir déjà plusieurs plateformes d'infrastructure, plusieurs providers. Et puis, on a tout un tas d'équipes produits. Là, on commence à avoir des feature teams, etc. Donc, ça devient compliqué. Il y a des responsabilités qui sont partagées. Qui va maintenir telle partie, qui va maintenir l'autre. Et puis, on n'a pas forcément non plus un budget hyper élevé. Mais on peut commencer quand même à rendre cette équipe plateforme réelle. Ça peut être une personne, c'est pas le problème. Mais là, ce qui est important ici de comprendre, c'est le changement d'organisation. Et donc, de garder les teams infra, les teams produits, mais de mettre cette plateforme team au milieu, qui va agir comme un facilitateur, qui va maintenir la plateforme et essayer de faciliter la vie à tout le monde. Donc voilà à quoi peut ressembler la plateforme interne. On va prendre un truc un petit peu plus sérieux, par exemple un outil en SaaS, il y en a plein qui existent. Là j'ai pensé à Porte, comme ça. Je les ai vus à la KubeCon, c'est pour ça que j'y ai pensé. Ou alors vous pouvez commencer à faire du self-hosted comme Backstage. On en reparlera après du coup. Là, avec ce genre d'outils, vous pouvez commencer à faire un vrai catalogue de services. Donc proposer des moyens de déployer l'application, de gérer l'état, de pouvoir avoir les logs, ce genre de choses. Ça devient un peu plus concret. Dans les templates, on peut ajouter des templates beaucoup plus complexes et difficiles à maintenir. Par exemple, des templates de repository pour faciliter la création de nouveaux projets. Dans les environnements microservices, par exemple, ça aide beaucoup. Des charts Helm si vous êtes sur Cube, avec toute la logique du déploiement. Et aussi des librairies pour l'outillage des développeurs. Parfois, par exemple, je pense à l'observabilité, c'est bien que les équipes de dev aient à disposition des librairies dans leur langage qui permettent d'outiller le code sans qu'ils aient à le faire eux-mêmes. Et enfin, ensuite pour les services, on va pouvoir mettre à disposition des services de haut niveau de type storage bucket, donc leur permettre de créer un bucket par exemple. On reste sur du haut niveau, c'est pas des VM, des trucs comme ça. Ou leur proposer du secret management. Pour l'API, j'appelais l'API, c'est la manière d'interagir avec la plateforme. On reste sur une interface en clic-clic. Donc, si vous êtes un petit peu dans les pratiques DevOps, vous savez que c'est pas non plus l'idéal. Et enfin, là, l'exemple la plus grosse structure, on est sur une structure où il peut y avoir plusieurs départements IT. On est très très gros. La communication entre les équipes est infernale. On fait plusieurs fois les mêmes choses dans les branches différentes. C'est un peu l'horreur. Donc là, il faut déjà revoir un petit peu son organisation. Et plutôt que d'avoir une team centrale qui va aider d'autres équipes, qui elles-mêmes vont aider d'autres équipes, etc. J'essaie de le représenter de manière simple, mais ça a l'air un peu compliqué. En fait, l'idée derrière ce schéma, c'est que toutes les équipes sont un petit peu la plateforme team d'une autre. Je peux être une plateforme team, fournir des services à une autre plateforme team qui elle-même va proposer de services à une équipe de développeurs, par exemple.
C'est mieux que de cloisonner de manière horizontale. Moi, je m'occupe de l'infrastructure, toi, tu t'occupes de cette partie-là, etc. Et là, pour la plateforme, là, on se prend du haut de gamme. On n'a pas le choix. On a besoin de sur-mesure. Donc, il faut que ce soit un truc qu'on crée nous-mêmes, qu'on développe nous-mêmes. Ça coûte plus cher, mais normalement, on a plus de moyens. Et puis, comme on a plusieurs équipes, il faut que chaque équipe puisse être autonome sur la maintenance de son module, ce qui va gérer son périmètre. Par exemple, l'équipe data va gérer le module data qui permet, je sais pas, de créer des databases, de créer des jobs de big data, ce genre de choses. Et d'autres équipes vont intégrer d'autres modules. On peut proposer des services de plus bas niveau, qui puissent servir dans plus de use cases possibles. Donc là, on parle de VM, Cluster Cube par exemple, et on peut déjà proposer des concepts un peu plus poussés de type high availability. On dit, est-ce que ma VM, je la veux en highly available, mon cluster Kubernetes par exemple. Est-ce que je le veux sur 3 zones ou est-ce que je veux juste un cluster de test? Et là, on peut même aller beaucoup plus loin en mettant une API REST devant notre plateforme, devant notre catalogue par exemple, ou que les devs puissent interagir avec un CLI, ou même des libs, et pourquoi pas des modules Terraform qui puissent gérer leurs services as code. Pour moi, ce qu'il faut retenir de cette partie, il n'existe pas de structure parfaite. Donc déjà, faites en fonction de vos moyens. Gardez l'idéal en tête, c'est-à-dire que les développeurs puissent se servir eux-mêmes. Voilà, c'est un changement de mentalité et puis d'organisation. Et quand même, je pense que c'est plus pertinent dans les grosses structures et les moyennes structures. Pour les petites structures, ça reste discutable. Maintenant, on va parler un petit peu plus... c'est un cas beaucoup plus concret. Je vais vous parler d'un Rex sur la mise en place d'une plateforme chez mon client qui est basée sur des contrôleurs Kubernetes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Kubernetes, mais on va quand même parler de trucs un petit peu techniques. On va parler de comment on l'a mise en place et on va s'attarder un petit peu sur la conception. Pourquoi Kubernetes? Et ensuite, on fera une petite bilan de tout ça. Je vous donne le contexte. C'est un grand groupe international. Je ne suis pas censé trop vous parler parce que ça c'est un peu sensible. C'est dans le secteur financier. Alors, il y a des centaines, je suppose, je ne sais même pas le nombre exact. Il y a énormément d'équipes de dev qui sont réparties partout sur la planète. Et moi, je suis dans une équipe qui gère particulièrement des clusters sur le cloud Azure. Et donc, notre équipe est là pour mettre en place la plateforme qui permet aux utilisateurs de gérer leur cluster. On gère plus de 500 clusters maintenant, beaucoup qui sont en production et plein qui sont là parce qu'ils ont oublié de les supprimer. Et on se tape environ 4000 requêtes de support par an, c'est une moyenne grosso modo, ce qui veut dire qu'en fait on a 4 ingénieurs. Alors là je parle de la totalité de l'équipe cloud ou de 30 personnes, et il y en a 4 qui sont vraiment dédiés à plein temps au support. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps, c'est pas terrible. Voilà comment on est organisé, on a les feature teams à gauche, ensuite une couche de teams de support qui font du support et qui comprennent des ingénieurs. Et quand l'utilisateur fait une demande, la personne de support va lancer un job, va faire les actions manuellement, juste pour créer un cluster ou pour créer n'importe quel service de l'infra. Du coup, ça regroupe plusieurs sous-équipes que j'ai représentées de différentes couleurs. Et chacune va piocher un peu à droite à gauche dans la couche d'automatisation. C'est là où il y a tous les jobs, les configs, Terraform, etc. Et c'est cette couche d'automatisation qui va agir sur l'infrastructure pour qu'elle ressemble à ce que les utilisateurs avaient demandé à la base. Alors, ça, bon, c'est pas idéal du tout, on l'a vu. Il y a eu une première tentative avant que j'arrive, où ils ont essayé de mettre en place un catalogue de services sur une web UI en libre service. Cette UI allait directement taper sur la couche d'automatisation. Il allait lancer des jobs Jenkins. Pareil, en fait, on remplace juste les humains par une interface. C'est super. Eh ben non, ça marche pas très bien. Les leçons qu'on a tirées. Alors, c'est un peu pourquoi ça n'a pas fonctionné. On avait mal compris, ils avaient mal compris, le besoin dès le départ. Les utilisateurs, en fait, ils s'en foutaient de créer des clusters et ils n'en créent pas tant que ça, en fait. C'est un peu toujours le même cluster, ils veulent juste le mettre à jour régulièrement. Et l'interface ne leur proposait que la création et la suppression, je ne sais même plus. Et donc ça, en fait, ils n'en avaient même pas besoin. Le service qu'on avait mis à disposition, ils n'en avaient pas besoin. Quand ils créaient un cluster
ils cliquaient sur le bouton, ils n'avaient aucune idée de si ça avait fonctionné ou pas. C'était pas fiable une fois sur 10, c'est quand même pas très fréquent, mais ça arrive que ça foire complètement. Bon, c'est pas terrible, mais surtout, s'il y a un problème, ils ont juste du rouge sur l'interface et ils disent ça n'a pas marché, ils ne savent pas quoi faire. Créer un ticket de support, ils ne savent même pas ce qui s'est mal passé. Alors, on a du coup conçu une nouvelle cible qui cette fois va être un peu plus robuste et on va rajouter une couche d'automatisation entre la web UI et les scripts d'infrastructure qui font vraiment la création des ressources. Ce qu'on cherche ici à faire, c'est d'implémenter une logique de retry, ce genre de choses, qui va pouvoir mettre une couche supplémentaire entre l'interface utilisateur et l'infrastructure en fait. Mais comment on s'y est pris? Déjà, ce que vous avez besoin, c'est une vision produit. Donc, nous, un product manager, ce qu'on peut appeler product manager, hein, avec ce qu'on a, qui lui s'occupe de récolter le besoin et d'avoir la vision produit. Ensuite, une équipe de développeurs front-end, c'est eux qui vont implémenter l'interface utilisateur en elle-même en React. Et ensuite, tout un tas de plateformes engineers, dont je fais partie, qui eux vont faire la conception et l'implémentation du back-end. Ensuite, on récolte les besoins, donc c'est piloté par le PM. C'est vraiment l'étape la plus importante. Si vous vous plantez là, tout le reste, ça ne sert à rien. Allez voir les équipes. Ne faites pas au doigt mouillé. Ah, peut-être qu'ils ont besoin de ça. Vous pouvez regarder les tickets de support qui arrivent fréquemment, ça aide. Vous regardez dans vos mails les demandes qui sont faites directement par mail. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ou ce qui vous prend du temps à vous et que vous aimeriez automatiser. Donc une fois que voilà, on a notre liste de besoins principaux, on passe à la conception. Là aussi, on ne conçoit pas de son côté l'API. Il faut aller voir les équipes, dire quelles infos vous avez, quels paramètres il va falloir passer à la couche d'automatisation pour que ça puisse créer vos ressources. On pense à un truc très simple, le plus simple possible. Si ce n'est pas assez simple, les développeurs ne vont pas l'utiliser. Il faut que ce soit fait pour durer. Là, c'est un investissement qu'on est en train de faire. Si vous faites un truc qui marchouille et qu'après, c'est impossible à maintenir, ça ne vaut pas le coup. On essaie de faire évolutif. Ce n'est pas le principal problème, mais potentiellement, votre boîte, elle va changer de cloud provider, ce genre de choses. Bon, on a le droit d'y penser, c'est possible. On reste pragmatique. On ne va pas tout refaire from scratch, il faut utiliser des outils existants. Ne pas mettre la barre trop haut, on ne va pas tout refaire d'un coup. C'est ce que, justement, on en vient à la planification. Essayer de découper en fonctionnalités, histoire de pouvoir dire on va commencer par celle-là, ensuite on va faire celle-là. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup et prioriser les quick wins. On est comme sur du dev classique, on se focalise sur ce qui va apporter le plus de valeur. Et on fait une roadmap, ça aide tout le monde, ça vous aide vous à vous rendre compte, et ça aide les autres équipes à savoir qu'est-ce qui va arriver. Et maintenant, la conception technique. Donc c'est un gros sujet. Nos contraintes à nous, ça a été d'être rétrocompatible. Donc on a voulu mettre en place un nouvel outillage, sachant qu'on a déjà un parc de 500 clusters. On ne veut pas tout casser, on veut que ça marche avec l'ancien et que ça marche pour les nouveaux clusters. J'ai déjà dit, on se concentre sur la valeur. On n'a pas envie de tout recoder from scratch en bash. Non, on va essayer d'utiliser des trucs existants. Et en bonus, ce qu'on aimerait, nous, c'est avoir une API orientée état. On sait que ça marche bien, c'est mieux que de l'impératif. Une API orientée état, c'est je décris l'état dont j'ai besoin et ensuite, derrière, le système se débrouille pour atteindre cet état. Et donc, si l'infrastructure est détruite, par exemple, si l'état n'a pas changé, le système va essayer de reconstruire l'infrastructure à l'identique. Et on aimerait aussi une architecture modulaire pour pouvoir implémenter plusieurs modules, chaque équipe son module. Je remets cette slide, du coup c'est pour repréciser que vous ayez la vision. Chaque module ici correspond à une plateforme team et le rouage que vous voyez c'est une API qui permet de faire la communication entre le catalogue en front et derrière les scripts, enfin l'automatisation. On s'est dit pourquoi pas Kubernetes. Kubernetes, ça a été décrit par Kelsey Hightower, qui est un principal engineer chez Google, un ancien. Ça a été décrit comme une plateforme pour construire des plateformes.
Donc vous avez dit, pourquoi pas. Et donc maintenant, petit zoom sur la partie Kubernetes. On va rentrer un petit peu dans les détails, pas trop, ça va aller vite. Kubernetes, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça a déjà un modèle déclaratif. Vous savez, il y a tout un tas de ressources dans Kube, ça correspond à des API. Je veux créer un pod, je déclare le pod que je veux via une API, et ensuite le système va notifier un contrôleur de cette intention, et le contrôleur, via sa boucle de réconciliation, va tenter de faire l'échange nécessaire pour que cet état devienne réalité. S'il y a un problème, le contrôleur dit « ça n'a pas marché maintenant, réessayons plus tard », jusqu'à ce que ça fonctionne. Une fois que ça a fonctionné, enfin on l'espère, je mets à jour le statut de ma ressource pour dire tout est bon, tout a fonctionné correctement. Si jamais ça n'a pas marché, on met à jour la ressource, on dit ça n'a pas fonctionné, voici pourquoi, et on peut être précis. Ça va être important. Et puis le Kubernetes va relancer cette boucle à intervalles réguliers pour s'assurer que même si l'utilisateur n'a pas changé son état désiré, qu'on puisse relancer cette boucle pour être sûr que le monde extérieur correspond avec la ressource. Kubernetes, ça permet de déclarer des API dynamiquement. Donc on peut, via un fichier YAML, déclarer une API additionnelle. Ici, j'ai pris l'exemple, donc ça s'appelle une Custom Resource Definition, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça permet de dire, voilà, je rajoute une API avec des sous-ressources, et vous pouvez composer votre propre ressource comme ça. Vous pouvez définir un contrôleur associé qui va gérer au niveau de l'infrastructure, ou au niveau de ce que vous voulez d'ailleurs, qui va pouvoir gérer le fait de faire correspondre l'infrastructure à l'état demandé pour cette ressource. Et vous avez une compatibilité OpenAPI Schema. Et donc en fait c'est compatible avec une grande variété de libs qui sont capables de faire de l'auto-discovery et de générer automatiquement les clients, etc. Donc c'est très interopérable. Du coup je fais ma CRD. Ici c'est par exemple une container registry. Et l'utilisateur final, il peut créer des container registry juste en mettant les paramètres qu'on a définis dans l'API. Super cool. Et en plus, on a un écosystème hyper large. On a un outillage très fourni. La première slide où je vous ai montré tous les projets, là, ça correspond à peu près à ça. Vous avez des libs dans tous les langages. Nous, on utilise Go. Et des frameworks qui vous permettent de se concentrer sur uniquement la partie métier. Vous n'avez pas à tout recoder vous-même. Et aussi, vous avez une gestion des permissions. Vous pouvez faire de la multi-tenancy avec des namespaces. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin avec des systèmes d'admission webhook. C'est plutôt haut niveau, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis vous avez une stack de monitoring qui est clé en main, qui peut se déployer dans un cluster. Donc voilà à quoi ressemble notre architecture. On a notre front-end qui est en React, qui fait des appels API à notre cluster de management qui contient nos contrôleurs. Et donc chaque CRD, chaque Custom Resource Definition que vous voyez, c'est une API que nous, on a designée pour que l'utilisateur puisse créer ses ressources et ses services. Donc là, nous, dans notre exemple, ça va être un cluster Kubernetes, par exemple. L'utilisateur crée une ressource dans le cluster, le contrôleur voit qu'il y a une nouvelle ressource, et il fait correspondre l'état en poussant des configurations dans un repo Git. Derrière, on a une couche d'automatisation qui va appliquer ces changements et créer le cluster dans l'infrastructure. C'est bon, je vous ai toujours. Petite deep dive, comment implémenter un contrôleur. On va voir que ce n'est pas si compliqué. Nous, on utilise Operator SDK. C'est un truc de boilerplate. Vous installez le binaire, vous lancez 2 commandes et vous avez un opérateur. Ça génère tous les manifestes, tout le boilerplate pour nous. Ensuite, vous allez voir le fichier. Donc là, je remets juste la commande. Vous définissez ici la ressource que vous voulez créer. Ici, on prend l'exemple d'un Kubernetes cluster. Vous pouvez définir, là c'est du code Go, à droite. Vous définissez les champs qui vont être possibles d'être configurés dans cette ressource, Kubernetes cluster. Et ensuite, via une simple commande, ça vous génère le YAML de la CRD, ça vous génère tout ce qu'il faut. Vous n'avez plus qu'à implémenter la logique du contrôleur qui va recevoir en paramètre la ressource qui a été demandée par l'utilisateur. Et vous allez vous débrouiller ensuite. Là, je ne mets pas d'exemple, mais
Ça peut être lancer un job, ça peut être tout ce que vous voulez, lancer un Terraform Apply, tout ce que vous imaginez. Vous pouvez rajouter dans la ressource le statut et demander à Kubernetes « Je n'ai pas réussi cette fois-ci, redemande-moi plus tard ». C'est très simple à gérer. En résultat, donc là j'ai une ressource de type Kubernetes Cluster qui va être créée par mon interface web, qui va appliquer ça à notre couche Kubernetes. Le contrôleur reçoit cette ressource. On voit ici qu'il y a environnement, dev, tous les paramètres qu'on veut. Il crée la ressource sur l'infrastructure et il rajoute dans le status quel est l'état courant de l'infrastructure. That's it. Alors, petit rappel de la part d'un développeur. Pour développer un produit, il faut implémenter le code. Il faut faire des tests. C'est très important, les tests. Je parle de tests automatisés, hein, parce que tester que ça fonctionne, c'est évident. La documentation, pour le prochain qui va passer, déjà qu'on parle de concepts assez complexes, faites de la doc, mais surtout des tests. C'est très important, les tests. Et vraiment, en plus avec Operator SDK, il vous génère lui-même les tests unitaires, vous n'avez plus qu'à les implémenter, de tester votre logique. Mais surtout des tests, c'est quand même important. Et puis quand même un peu de documentation. Et ensuite, une fois qu'on a notre contrôleur qui est testé, qui fonctionne, on le déploie. On fait de la com pour annoncer aux équipes que ça y est, on va enfin avoir un système automatique. Alors on y va petit à petit, nous on y est allé en mode d'abord les clusters de dev pour voir, ensuite on a rollback, ensuite on reteste, on monitor, etc. Le classique. Et on recommence. Une fois que vous avez implémenté votre feature, nous, c'était le cluster Kubernetes, on recommence, on va peut-être implémenter un nouveau service, ou on va peut-être consolider, parce qu'on ne gère pas tous les cas. Par exemple, si quelqu'un essaye de modifier la version du cluster, bah, peut-être que ça ne va pas fonctionner comme on l'entend. Donc, en attendant, on a bloqué, ce n'est pas possible de faire ça, mais dans le futur proche, on pourra modifier ce champ. N'oubliez pas de collecter le feedback des équipes, c'est le plus important. Si elles n'utilisent pas votre truc, c'est qu'il y a un problème. Et surtout, fiez-vous plus au ressenti des équipes plutôt qu'à des métriques de performance ou de trucs très techniques. Et on communique sur les nouvelles releases parce que si une nouvelle fonctionnalité est implémentée et que personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Et voilà, le bilan de tout ça. Spoiler alerte, ce que je vous ai montré, c'est pas encore en prod, malheureusement. Je préfère être honnête. Donc les résultats sont attendus, mais on attend beaucoup moins de demandes de support, notamment quand il y a une nouvelle version de cluster de Kubernetes qui sort. Nous, on est tabassé de demandes. Et donc là, ben, on espère que ça va résoudre ce problème-là. On pourra passer plus de temps sur les fonctionnalités. Actuellement, on passe les 3/4 de notre temps à gérer des demandes d'utilisateurs. Et on espère que nos services seront utilisés et qu'il y aura moins de shadow IT et des gens qui développent des trucs dans leur coin. On espère évidemment que nos utilisateurs seront contents et qu'on n'aura plus qu'à leur donner des permissions read-only parce qu'ils n'auront plus rien à faire, eux, nécessitant des permissions. Un gros enjeu dans une banque. Je vais vous parler des gros challenges qu'on a rencontrés. Donc, comprendre les vrais besoins, ça c'est la première partie. Si on ne comprend pas les besoins, on est incapable de répondre. La rétrocompatibilité, ça a été très chaud aussi. On a plein de cas particuliers, tout était fait manuellement. Il y en a qui ont créé un cluster de telle manière, d'autres d'autres manières. Donc c'est très difficile de faire une abstraction unique qui gère tous les cas. La gestion du drift, si quelqu'un a modifié son cluster en cours de route, comment on récupère le fait que ça a changé? Si ce n'est pas Ascode, on ne peut pas le savoir, c'est très embêtant. Et enfin, éviter les abstractions mal faites, ça aussi. Si on fait mal son abstraction, ben, ça ne va pas marcher. Donc réfléchissez-y bien et surtout ne cassez pas le contrat d'API. Vous avez donné le contrat d'API, ne le changez pas. Ou alors ça va nécessiter des mois et des mois de coordination. Utilisez des outils standards. Si vous faites des trucs à la main dans votre coin, ça va être très difficile de modifier par la suite. Et je vous conseille d'avoir un dev senior dans l'équipe. Si vous vous lancez dans un tel projet, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et faites du versionning. Si vous déployez une nouvelle fonctionnalité, il faut que ce soit possible de revenir en arrière. Et sans oublier le monitoring, évidemment. Pour la suite, nous, on a prévu d'implémenter d'autres contrôleurs. Donc là, on a la gestion des clusters Kubernetes. On veut que nos utilisateurs puissent créer des containers registry. On veut qu'ils puissent déployer des add-ons dans le cluster. Enfin, on a plein d'idées. On aimerait bien passer sur du GitOps.
C'est-à-dire qu'on aimerait bien que notre contrôleur, plutôt que de faire des actions impératives, on aimerait bien qu'il pousse complètement l'attendu quelque part et que l'infrastructure s'auto-déploie grâce à ça. Et pourquoi pas remplacer Terraform par Crossplane, le gros spoil. Et se poser des questions sur la résilience, parce que si notre cluster de management il tombe, eh ben, les devs ne peuvent plus rien faire. Normalement, un cluster c'est censé être de base résilient, mais pas assez. Et la gouvernance, qui va gérer ce cluster qui va contenir tous nos contrôleurs? Pour l'instant, c'est nous, mais il n'y a aucune raison que ce soit nous, plus qu'une autre team. Bah, la première, c'est parce que du coup, moi, je ne suis pas DevOps, ni infra, etc. Et je me demandais, c'était quoi la diff du coup entre un Ops et un infra? Quelles sont les tâches que toi, tu fais en tant que... Du coup, première question avant, en fait, c'est... Du coup, en tant que platform engineer, tu es un DevOps? C'est une super question. En gros, l'un et l'autre, on ne parle pas tout à fait de la même chose. On va dire que c'est les mêmes outils. On gère de l'automatisation, etc. Ouais. Le DevOps, pour moi, c'est plus... Chacun a sa définition. C'est plus quelqu'un qui va aider une équipe de développeurs à être autonome, à pouvoir se débrouiller toute seule. Lui, il va gérer l'infra, il va gérer l'automatisation, tout ce que tu veux. Le platform engineer, il va faire la même chose, mais ce n'est pas pour son équipe, il fait en sorte que ce soit disponible pour toutes les équipes, quoi. On est plus dans une logique, on centralise un peu la compétence de DevOps pour en faire, pour le rendre autonome, enfin pour rendre les équipes autonomes. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond. Et la différence entre Ops et Infra, l'infrastructure, bah, c'est les serveurs, tout ça, et l'Ops, c'est le mec qui s'occupe de maintenir ces serveurs pour que ça fonctionne, quoi. Au final, tu gères la même chose, mais avec des configs, enfin, non? Bah, c'est un sujet philosophique. J'avais deux petites questions sur la dernière slide. Du coup, tu as mis que si vous perdez le cluster de management, les devs peuvent plus bosser. J'aimerais juste essayer de comprendre pourquoi. Parce que si ton cluster de management est mort, mais que tu as spawné d'autres clusters pour tes devs, ils peuvent continuer à travailler dessus. Certes, tu peux pas provisionner de nouveaux trucs, mais ça marche. Ils peuvent bosser, si tant est qu'ils n'ont pas urgemment besoin d'un nouveau cluster ou de redéployer le leur, parce que des fois, les clusters se cassent, ils sont dans un état impossible. Et si c'est la prod, bah, ils ont besoin de... Tu peux pas les réconcilier, ouais, tout à fait. Voilà, donc on a besoin que ce soit très résilient pour ne pas justement empêcher, en cas de panne, de remettre dans un état qui va bien. Et deuxième petite question rapide, tu parlais du coup sur les reconciliation loops et après vous poussiez des choses dans Git. C'est un design que vous avez mis en place particulièrement par rapport à des besoins spécifiques et où vous n'avez pas forcément checké d'autres solutions sur le marché comme Cluster API par exemple qui permet de provisionner des clusters ou d'autres choses comme ça qui permet peut-être d'éviter la surcouche de développement sur Terraform et d'autres produits justement. Ah ouais, on aurait bien aimé, mais on aurait pu faire ça si on partait from scratch. On aurait bien aimé utiliser du crossplane, du cluster API, des trucs comme ça. Mais en fait, on avait déjà cette base de code, on avait déjà ce Terraform dans les repos Git, et on voulait y aller étape par étape. On ne va pas à la fois mettre en place le nouveau fonctionnement et à la fois changer toute la manière de créer des clusters, etc. Donc vous avez déjà le contrôleur du coup de cluster parce que du coup ça j'ai l'impression que c'est une implémentation c'est du Terraform que vous aviez fait. Avant, si tu veux, les équipes de support, ils lançaient des jobs qui appelaient du Terraform, qui créaient le cluster. Et du coup, la configuration Terraform était stockée sur Git. Donc on a gardé ça, mais on a mis une couche d'automatisation devant. Pour l'abstraction. Voilà, et pour l'abstraction, et pour garder ce compartimentage et de bien séparer le front-end de l'implémentation derrière. Une petite question, c'est plus, du coup, est-ce que vous êtes... Ah non, c'est pas encore implémenté, du coup, vous n'avez pas encore de feedback de vos devs, mais vous avez pu faire quelques déjà petits tests ou pas encore? Du coup, le retour de vos devs, est-ce qu'ils déjà ils sont contents de travailler avec Cube? Enfin, quand j'ai travaillé avec Cube, c'est que logiquement, vu qu'on crée des ressources Cube, ils sont obligés d'utiliser du coup une partie de l'API Cube. Est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes avec? Est-ce qu'il y a eu des freins avec? Ou est-ce qu'ils sont contents? Tu veux dire, est-ce que les développeurs eux-mêmes sont contents de jouer avec l'API? Sont contents d'utiliser Kubernetes pour eux? Pour eux, ouais. Enfin, pour pouvoir créer d'autres clusters, ou pouvoir... Ah non, l'utilisateur ne voit pas tout ça. Eux, ils voient leur interface, ils cliquent « Je veux un cluster » et c'est l'interface qui va appeler l'API derrière. Ok, c'est lui qui crée la ressource. Ok. Moi, c'est ma question, du coup. Alors, merci aussi pour la présentation. Alors, moi, j'ai peut-être une question un peu plus troll.
Je connais déjà quelque chose qui a une interface web, des API pour spawner des services, ça s'appelle un CSP. C'est quoi la plus-value par rapport... pourquoi mettre une interface devant quelque chose qui a déjà une interface, qui a déjà lui-même une interface, etc. Je pourrais répondre, c'était un petit peu déjà dans cette voie que ça partait quand je suis arrivé. J'aurais peut-être pas fait comme ça non plus, je ne sais rien. Mais c'est surtout l'existant, quoi. On ne peut pas tout changer d'un coup. Et on met en place des abstractions justement pour qu'à l'avenir, on puisse changer le système. Mais de toute façon, il y avait déjà l'interface, il y avait déjà la manière de faire, donc on ne va pas tout refaire d'un coup. Je ne sais pas si... Et alors, deuxième question. Enfin, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de présenter la plateforme en y ajoutant la CI/CD, etc. Et souvent, je me limite juste à la plateforme de run. La question, c'est est-ce que c'est possible de faire du platform engineering sans Kubernetes? Ou est-ce que, en fait c'est une manière de dire Kubernetes sans le dire vraiment oui, bien sûr qu'il y a d'autres manières. C'est un outil super pratique pour le faire. Il n'y a pas de doute. Après, nous, on est dans une équipe spécialisée dans Kube, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser, quoi. En vrai, c'est un vrai sujet, c'est que le platform engineering il est venu avec Kubernetes. Donc aujourd'hui, la question c'est est-ce que le platform engineering n'est pas Kubernetes, la façon d'utiliser Kubernetes, mais qu'en fait on fait tout le temps. Enfin, toutes les plateformes qu'on a toujours vues sont en Kube. Je ne connais pas aujourd'hui que je ne sois pas. C'est pour ça que j'ai défini plusieurs types de plateformes en fonction de tes moyens. C'est qu'en fait, Kubernetes, ça vient avec une complexité énorme. Et pour une petite structure, ça vaut peut-être pas le coup non plus. Je sais pas. Peut-être qu'une plateforme, si tu es avec des VM, tu peux te débrouiller, quoi. La complexité d'une VM, elle est pas moins bonne, hein, c'est juste qu'on la connaît plus. Mais bon, c'est vraiment le sujet. Je l'ai gardé depuis le début, quand tu as commencé les slides, parce que tu l'as remise à la fin, en fait, sur l'avant-dernière slide. Au final, et d'après toi, là c'est plus pour avoir ton avis vu que tu as posé la question, celle juste après. D'après toi, justement, dans ce que tu as présenté, vraiment l'avant-dernière où tu as les questions, la suite, voilà. Donc la dernière question, la gouvernance, qui serait responsable d'après toi, en fait, qui devrait être responsable dans le contexte que tu nous as présenté, une très grosse structure, pardon, qui devrait gérer la plateforme au final? Je pense qu'on n'a pas encore la réponse à cette question, parce que on n'a pas assez de retour d'expérience là-dessus. Pour l'instant, on la gère parce qu'on connaît bien la techno, mais voilà, c'est un peu philosophique. C'est qui doit s'occuper de cet outillage-là? Est-ce que c'est une équipe en plus? Je sais pas. Vraiment, j'ai mis la question parce qu'on ne connaît pas encore la réponse. On y répondra, je te tiendrai au courant. Ça marche.